près de 37% des Français estiment qu'ils consomment beaucoup trop de sucre, d'après l'Institut national de la consommation 2022. Un paradoxe révélateur. Le sucre est à la fois source de plaisir, de lien social et de culpabilité. Souvent stigmatisé, parfois idéalisé, le sucre n'est ni un ennemi, ni une solution miracle. Il participe à nos équilibres métaboliques et émotionnels, mais son succès fragilise la santé, du métabolisme au système cardiovasculaire. Mais dans nos sociétés modernes, entre aliments ultra transformés, injonction zéro sucre et influence des réseaux, le sucre est devenu un sujet de confusion et d'anxiété. Alors, comment retrouver une relation apaisée avec lui ? Peut-on réconcilier performance et glycémie, plaisir et santé, énergie et stabilité ? Et comment distinguer le vrai besoin physiologique du craving émotionnel, celui qui nous pousse à chercher du réconfort dans une douceur sucrée ? Dans cet épisode, on s'interroge. Ce que le sucre révèle de notre fonctionnement intérieur entre biologie et émotion, comment nos modes de vie modernes perturbent nos équilibres énergétiques, et en quoi notre société obsédée par le trop ou le zéro a perdu la mesure. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir Adélaïde Daboville. Avec elle, nous allons explorer le sucre dans toutes ses dimensions, biologiques, émotionnelles et sociétales. Adélaïde, bonjour. Merci Bonjour beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes diététicienne nutritionniste installée à Paris depuis plus de 10 ans, où vous accompagnez vos patients dans la recherche d'un équilibre alimentaire durable, sans dogme ni culpabilité. Vous défendez une approche concrète, bienveillante et décomplexée de la nutrition, une vision qui place la compréhension du corps et le plaisir de manger au cœur de la santé. À côté de votre pratique, vous êtes chroniqueuse et intervenante dans les médias où vous contribuez à rendre la nutrition accessible à tous. Votre parole, à la fois précise et apaisante, se distingue par une volonté de réconcilier science et quotidien, théorie et réalité de l'assiette. Vous êtes également autrice de plusieurs livres de recettes et de vulgarisation, Mes petits-déj et goûters mini-sucre, Un bol, un plat et Mes recettes survitaminées. À travers ces ouvrages, vous invitez à redécouvrir la gourmandise sous un angle plus équilibré, sans excès, sans frustration, mais avec conscience. Votre prochain livre, attendu pour le début de l'année prochaine, prolongera ce travail autour de notre rapport au sucre, un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, un thème d'autant plus intime que vous vivez vous-même avec un diabète de type 1, diagnostiqué à l'âge de 21 ans et qui a profondément influencé votre regard sur l'alimentation et la santé. Entre accompagnement en cabinet, écriture, conférences et interventions médiatiques, vous explorez les multiples dimensions du sucre et de la nutrition contemporaine. Et c'est précisément cette approche incarnée et nuancée que nous avions envie de mettre en lumière aujourd'hui, comprendre le sucre autrement pour mieux comprendre comment il façonne notre énergie, notre équilibre et notre rapport au plaisir. Encore merci d'avoir accepté cette invitation. Mais ça me fait très plaisir, c'est un beau programme. Va falloir y arriver quand même. Absolument. Un petit peu de pression, mais on va décortiquer tout ça. Ouais. Aucun doute. Alors, première question signature du podcast. Comment définiriez-vous la performance ? Alors, je savais que vous alliez me poser cette question. J'y ai réfléchi. À chaque fois que j'y réfléchissais, je n'avais pas la même réponse. Donc, je savais que celle-ci serait encore différente. Pour moi, la performance, en tout cas aujourd'hui, c'est le fait de donner le meilleur de soi-même dans une discipline, parce que finalement, ça peut aussi bien être professionnel que sportif, et d'en voir les bénéfices aussi bien sur l'estime de soi que le regard des autres, que parfois aussi financier. Mais ce que j'ai constaté en y réfléchissant, c'est que plus on la recherche, moins on y arrive, je trouve. Et que parfois, il vaut mieux se regarder soi-même, s'écouter, se connaître, plutôt que de chercher la performance à tout prix. Et que c'est comme ça qu'on y arrive, je pense. Et que la performance, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais que c'est pas forcément ce qu'on recherche au départ. Qu'est-ce qui vous anime ? Quelle est votre mission de vie ? Alors, la mission de vie, j'ai réfléchi sur la performance que la mission de vie. Non, si, la mission de vie, en fait, je le sais très bien.
Moi, vraiment, ce qui m'anime, c'est d'être au service des autres, d'accompagner les autres vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes, parce que je trouve que dans notre société occidentale, on oublie de s'écouter, limite, on refuse de se connaître. Et je trouve ça important de redonner de la valeur au corps, à la personne, et que la personne se retrouve plus alignée, sans forcément être dans un objectif, alors dans mon domaine, un objectif de poids. En général, les gens viennent avec un objectif de poids et je les accompagne à ça, mais pour moi, l'accompagnement, il doit être plus large, il doit être plus profond, et voilà. Finalement, le poids, c'est une conséquence. Ouais. J'en suis intimement persuadée. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a le poids de comment on se sent et le rapport qu'on a à son corps et à l'alimentation qui va avec le rapport qu'on a à son corps. On va en parler en long, en travers et en large. Pour commencer assez simplement, qu'est-ce que le sucre et quelle est sa fonction physiologique ? Alors, je pense que c'est important d'élargir le sujet quand on parle de sucre, parce qu'en fait, on parle de sucre alors qu'au final, il vaut mieux parler de glucides. Mais c'est vrai que c'est un peu plus barbant de parler de glucides, mais c'est quand même un peu la réalité, puisque les glucides rassemblent à la fois les sucres lents et les sucres rapides. Et souvent, il y a un amalgame sur le sujet. Les sucres lents, c'est tout ce qui est féculent. On entend le mot lent, donc ça passe doucement dans l'organisme. C'est tout ce qui est pâtes, riz, blé, boulgour, etc. Et puis, il y a les sucres rapides qu'on va plus retrouver dans le fameux petit morceau de sucre blanc que tout le monde connaît, mais aussi dans les bonbons et aussi dans les fruits, dans les compotes, etc. Donc, finalement, dans beaucoup d'aliments. Et donc, c'est un aliment dont on a besoin. C'est un composé dont on a besoin. C'est même le premier carburant de notre machine humaine. Tout à fait. Les glucides doivent représenter entre 45 et 50% de notre alimentation. On l'oublie bien souvent. Comment va s'adapter dans ce cas-là le corps quand on en consomme trop ou pas ? D'un point de vue physiologique, quelle est la réaction directe de la présence de trop de glucides ou de pas assez ? Ok, on y va direct. Alors, en fait, les glucides, donc comme je vous le disais, sont essentiels pour notre santé parce que c'est une source d'énergie, essentiellement. Il a un rôle aussi structurel, c'est-à-dire que les glucides participent aussi à la composante de nos cellules, de certaines de nos cellules. Donc, c'est vraiment indispensable parce que nos cellules, elles se renouvellent en permanence et donc, d'un point de vue structurel, on en a aussi besoin et c'est important de le rappeler. Mais c'est d'abord une source d'énergie. Donc, si on n'en a pas assez, on se retrouve dans une situation de stress. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne prennent pas de sucre et qui sont encore debout, de toute façon. Mais on oblige le corps à fonctionner différemment, à créer des mécanismes un peu de système de guerre, vous voyez, où le corps va compenser. À court terme, d'ailleurs, souvent les gens vous disent qu'ils ressentent un bénéfice, qu'ils se sentent limite plus puissants, parce qu'en fait, le mécanisme d'urgence que le corps met en place va booster certaines hormones qui va vous donner cette sensation de puissance. Mais au départ, c'est quand même une situation de stress intense du corps qui doit compenser un manque de carburant. Et à l'inverse, quand on est dans un excès de sucre, on fatigue le corps puisque le sucre va devoir s'accumuler. En fait, le sucre, quand on l'ingère, il va se mettre dans notre sang pour ensuite passer dans nos cellules. Enfin, d'abord système digestif, puis le sang pour aller jusqu'aux cellules. Quand c'est en excès, à court terme, en fait, le corps s'adapte, il va fonctionner un petit peu plus vite, donc on a quand même des coups de fatigue, etc. À long terme, on épuise le corps parce qu'il va devoir, gérer cet excès de sucre. Donc, au fur et à mesure, l'insuline qui permet de faire passer le sucre dans les cellules va s'épuiser. Et puis, nos cellules, à force d'avoir beaucoup de sucre qui arrive, vont aussi avoir de plus en plus de mal à faire passer ce sucre à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, situation de crise dans les deux cas. Et on crée de l'inflammation. Mais dans les deux cas. Absolument. On dit souvent que le sucre, c'est le carburant du cerveau. Est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est un mythe ? Et de quel sucre on parle ? Eh bien, de n'importe quel sucre, figurez-vous. Tous les sucres vont passer dans chacun de nos organes, dans les muscles, dans le cerveau, dans le cœur. Tous nos organes ont besoin de sucre pour fonctionner.
les deux sortes de sucres vont arriver différemment dans votre sang, puisque les sucres lents vont être digérés plus lentement, mais dans le système digestif, les chaînes vont être coupées pour devenir du glucose, de la même façon que le sucre rapide. Une fois que c'est dans le sang, il n'y a que du glucose dans le sang. Le corps ne fait plus la différence entre est-ce que c'était du sucre lent avant ou pas. Et donc, le sang va dispatcher le glucose à tous les organes. Et les organes, ils ne se posent pas la question de savoir si c'était du boulgour au départ ou si c'était des bonbons, quoi. Et donc, le cerveau, il a besoin de glucose en permanence parce que c'est de l'énergie qu'il va brûler parce qu'en fait, on réfléchit tout le temps. Donc, même si vous restez allongé, que vous ne bougez pas, votre corps va de toute façon utiliser le glucose pour réfléchir, pour respirer, pour digérer, pour renouveler les cellules. Donc, le glucose est utilisé en permanence. C'est dans l'excès où il va être stocké. Et donc là, on faisait la différence entre les différents glucides, mais est-ce que de manière générale, est-ce que tous les sucres se valent ? Parce qu'on dit le sucre des fruits, par exemple, est-ce que c'est un bon sucre, contrairement à un autre qui pourrait être un mauvais sucre ? Est-ce qu'on arrive à faire cette distinction ou ça n'a pas de sens ? Ouais, si. En fait, c'est cette histoire de passage dans le système digestif. Justement, le sucre, plus il est complet, par exemple, un sucre complet, le sucre muscovado, là, qui est un peu plus... Enfin, je sais pas si vous connaissez. Oui. Si on le compare avec du sucre blanc, il est un petit peu plus complexe que l'autre. Il y a davantage de fibres, donc il va arriver plus doucement dans le système digestif. Mais c'est une fois qu'il est passé dans le système digestif et qu'il arrive dans le sang, là, il y a plus de distinction. Comment est-ce que le sucre influence la performance, qu'elle soit physique, cognitive ou émotionnelle ? Alors, c'est là où ça devient effectivement important de revenir sur cette histoire de sucre lent et de sucre rapide. C'est-à-dire que le sucre lent va diffuser une énergie qui va être mieux répartie sur toute la journée. Et en fait, ce qu'on veut pour de la performance, en l'occurrence là, on parle plus de performance intellectuelle. Après, on pourra parler de performance sportive parce que c'est en fait finalement deux choses différentes avec le sucre. Quand on parle de performance intellectuelle, ce qui va être important, c'est que le sucre soit finalement de façon constante et même au niveau émotionnel. Il faut éviter les fameux pics de glycémie. Donc plus c'est lisse, mieux c'est. Maintenant, on peut réussir à lisser sa glycémie avec du sucre rapide. Je m'explique. Si vous prenez ce sucre de façon isolée, en milieu de journée, vous avez envie d'un petit bonbon. Effectivement, là, le bonbon, il est tout seul, il n'y a pas de fibres, il va foncer direct dans votre sang et il va nécessiter une organisation très rapide du corps qui doit tout de suite gérer ce sucre qui n'est pas accompagné, qui n'est pas ralenti et qu'il va falloir gérer, quoi. Ce même bonbon pris à la fin d'un repas sera accompagné de protéines, de lipides, de fibres, et donc ce même bonbon va passer bien plus doucement dans votre organisme et finalement le corps ne va pas du tout le gérer de la même manière et il ne va pas créer ce système de panique qu'il pourrait créer s'il était tout seul. Donc il y a la qualité du sucre que vous prenez et il y a le moment où vous le prenez et il y a ce avec quoi vous le mangez. Et d'un point de vue physique, du coup, Ouais. On parlait des sportifs aussi. Alors, pour la performance physique, c'est un petit peu différent. Là, je vais penser, par exemple, à quelqu'un qui ferait une course de, mettons, plus de 10 km, donc une course un peu longue. Il va forcément avoir besoin de féculents qui va, en fait... Je ne sais même pas si on peut dire ça, en fait. Vous voyez, en le disant, je me dis que c'est même pas si juste. Enfin, c'est encore plus nuancé que ça. C'est-à-dire que ça va dépendre de la quantité de glucides que le corps aura stocké les jours précédents. Donc, c'est ce qu'on appelle le glycogène qui sera présent à la fois dans les muscles et même dans le foie. Si la personne a une bonne réserve de glycogène, le moment où elle va faire du sport, le corps va aller puiser dans ses réserves. Et donc, la personne qui fait sa séance, si elle veut de temps en temps se rajouter un petit pic de boost pour justement améliorer sa performance, elle peut se permettre de prendre même le même bonbon dont on parlait pour la performance intellectuelle. Ce bonbon-là va lui permettre d'avoir un pic d'énergie qui va lui permettre d'améliorer sa performance. Si par exemple, là, il y a une montée qui arrive, il se prend un bonbon, ça va l'aider à passer le cap. Quelqu'un qui n'aura pas de réserve de glycogène peut tout à fait arriver au même résultat en ne mangeant que des bonbons à horaire régulier, toutes les 10 minutes par exemple. Il aura à peu près la même chose, enfin c'est tout à fait possible. Et si on prend des féculents en début une heure et demie avant pour pas avoir le système digestif qui est trop surchargé, pareil, il pourra arriver au même résultat.
Donc vous voyez, en fait, on peut utiliser le glucose de plein de manières différentes pour arriver au même résultat de performance. Mais par contre, ce qu'il faut réussir à prévenir, c'est cet effet de hyperglycémie puis hypoglycémie. Et voilà, donc, parce que ça... Est-ce qu'on peut rentrer un peu en détail sur la façon dont ces pics de glycémie, haut et bas, impactent la cognition ? Oui, alors moi je le sens d'autant plus que je suis diabétique comme je vous le disais et que je fais des hypoglycémies quasiment tous les jours. Quand je manque de sucre dans le sang, ce qui peut tout à fait arriver à quelqu'un qui n'est pas diabétique, je suis complètement flagada, j'arrive plus à réfléchir, mon cerveau est en boucle et j'ai du mal à me mouvoir. Je vais reprendre du sucre et petit à petit, mon cerveau va se remettre en marche et je réussis de nouveau à réfléchir correctement et donc je retrouve un peu comme, je sais pas comment dire, mais à quelqu'un à qui on enlève des piles et à qui on remet des piles neuves, quoi. C'est vraiment ça. Donc pour moi, c'est une évidence que le sucre est une source d'énergie et je le vis au quotidien. Quand on est en l'occurrence, quand je fais des hyperglycémies, je suis hyper énergique, je suis quand même très performante. Donc il ne faut pas non plus avoir peur à tout prix de l'hyperglycémie. C'est plus la chute, la chute du sucre entre l'hyper et l'hypo qui est très néfaste pour le corps et qui là peut altérer la performance. Quelqu'un par exemple qui mange un paquet de bonbons entiers va se retrouver en hyper, pas tant hyper que ça parce que la personne a quand même le corps qui réagit, qui s'adapte. Mais pendant la phase d'hyperglycémie, elle va gagner une performance de dingue. Et c'est ce que recherchent un peu les coureurs, justement. Mais le moment où ça bascule, où en fait le corps est en train de faire passer tout ce sucre, est en train de dispatcher le sucre, soit dans les tissus de stockage, soit dans les cellules, là, chute de performance à mort. Parce que il y a une telle variation, un tel changement de... Enfin, il faut imaginer un chamboulement énorme dans le corps qui se passe pendant ce temps-là. Et donc là, forcément, c'est difficile de demander au corps, alors qu'il est en train de gérer une crise, de en plus réfléchir correctement, en plus digérer correctement. Et donc là, il y a une espèce de conflit d'intérêts qui se passe dans le corps, qui forcément fait que vous, qui êtes l'ensemble du corps, vous trouvez ça un petit peu bizarre. C'est ça les coups de barre ? Les coups de barre, ouais, c'est ça. C'est le moment où le corps, ça y est, a fabriqué plein d'insuline pour répondre à ce sucre et que là, il est en train de dispatcher et tout à coup, le sucre sort du sang et donc fait qu'on a ce fameux coup de barre. Et qui va appeler une nouvelle... Enfin, en fait, on s'habitue à cette espèce de performance, à cette sensation aussi de bien-être et puis de plaisir, parce que ça aussi, on y reviendra, le sucre est aussi très agréable à manger. Et donc, le corps va vous réclamer de recommencer. En fait, il veut un deuxième tour de manège, quoi. Absolument. Le circuit de la récompense aussi, de toute façon. Ouais, voilà. Mais c'est pour ça qu'on compare le sucre à la cocaïne. Souvent. Ouais, alors moi, j'aime pas trop cette comparaison. Parce que je trouve, mais c'est un vrai débat, hein, pour le coup, là, c'est vraiment un débat au niveau des nutritionnistes. On n'a pas tranché, en vrai. Mais donc, ce que je vous dis, c'est plus une question de ressenti. Moi, je trouve que quand on parle de drogue, c'est quand même des choses assez graves. Hein, quand on voit les personnes qui sont complètement dépendantes d'une drogue, sont prêts à faire des choses que ne ferait pas quelqu'un qui a un manque de sucre, quoi. On n'a jamais vu quelqu'un de casser le Monoprix d'à côté pour s'acheter son paquet de bonbons, quoi. C'est aussi beaucoup plus accessible. Ouais, mais j'aimerais bien voir le comportement quand même avec les mêmes contraintes. D'accord, des souris ont préféré le sucre à la cocaïne. Ok, déjà, ce sont des souris. Oui, déjà, ce sont des souris. On a quelques différences avec les souris quand même. Après, c'est sûr que le sucre ne représente pas qu'une molécule de glucose. Le sucre, c'est justement beaucoup plus que ça, c'est le plaisir, etc. Et donc, la dépendance au plaisir, les problèmes affectifs et tout peuvent créer une dépendance au sucre, mais à mon avis, qui n'est pas la même que de la drogue. Ok. Et justement, donc on parlait de l'importance d'un équilibre glycémique. Et donc, dans votre expérience avec vos différents patients, quelles sont les erreurs les plus fréquentes des gens qui veulent justement gérer leur sucre, mais a priori ne le font pas forcément comme il faut? Première erreur, diaboliser le sucre. Pour moi, considérer que le sucre est un ennemi est une erreur parce qu'en alimentation, ce que je constate, c'est que dès que les gens se mettent des interdits, c'est comme s'ils décidaient de mettre un aliment sur un piédestal. Et donc,
normalement, pour moi, quelqu'un qui mange correctement, qui est équilibré, qui est serein avec l'alimentation, c'est quelqu'un qui peut passer dans n'importe quel rayon sans que ça lui fasse ni chaud ni froid. Et pour moi, c'est l'objectif que j'ai pour tous mes patients. Et donc, quelqu'un qui me dit j'arrête le sucre ou j'arrête le fromage ou même j'arrête l'alcool, même si c'est encore différent, j'ai un peu les antennes qui se dressent et je me dis oups. Bon, et après, il faut trouver le bon moment parce que les gens ne sont pas forcément prêts à entendre ça au moment où ils viennent me voir. Ils viennent pour d'autres choses et donc je ne vais pas forcément appuyer dessus tout de parce suite. que qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire ? Ça fait partie du trouble du comportement alimentaire. Bien sûr. Donc effectivement, on ne va pas forcément appuyer sur là où ça fait mal tout de suite. À partir du moment où on détecte que c'est le trouble du comportement alimentaire, on ne va pas aller tout de suite appuyer là où ça fait mal, ça c'est sûr. Souvent, oui, les gens qui ont une liste d'interdits longs comme le bras, qui s'interdisent le gras, qui s'interdisent le sucre, etc. Bon, là, je sais que c'est bien au-delà d'un équilibre alimentaire et qu'on ne va pas juste parler des cuillères à soupe de féculents dans l'assiette, quoi. C'est sûr. Donc justement, vous parliez des troubles du comportement alimentaire qu'on surnomme aussi les TCA. Il y en a quand même pas mal qui sont reliés à la consommation de sucre. Vu que c'est notre sujet actuel du jour, comment est-ce que vous approchez ces patients qui ont une addiction au sucre sans justement leur dire il faut interdire le sucre pendant un moment ou complètement. Enfin, quelle est l'approche en fait par rapport aux gens qui ont une maladie psychologique, puisque c'est avant tout une maladie psychologique, les troubles du comportement alimentaire, spécifiquement concernant le sucre? Alors, cette question m'interpelle. C'est-à-dire que là, pour le coup, on ne voit pas le trouble du comportement alimentaire de la même manière. Ok. Pour moi, les personnes qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire sont souvent dans ce cas-là parce qu'ils ont un trouble psychologique au départ. Ouais. Le comportement alimentaire n'est que la conséquence d'un problème psychologique. Et donc, selon les personnes qui souffrent de ces troubles, ils vont focaliser sur un aliment en particulier, mais c'est très divers. Certains vont complètement enlever le gras, certains vont complètement enlever le sucre, chaque personne est différente. Pour moi, le sucre, c'est même pas le sujet, en fait. Donc, on va d'abord travailler sur la connaissance, donner les clés pour comprendre l'intérêt de chaque nutriment, comme là on est en train de le faire, montrer l'importance du sucre. Souvent, la personne va finir par le sentir parce qu'en fait, le manque de sucre va créer des troubles. Souvent, c'est des personnes, bien sûr, il y a la perte de poids, mais il y a aussi la fatigue. Souvent, c'est des personnes qui vont faire des malaises au bout d'un moment. Ça va créer énormément de choses. Et l'idée, c'est de l'amener à découvrir à quel point elle va se sentir mieux en remangeant du sucre. Alors au départ, on va commencer par des sucres lents, c'est quand même plus facile à réintégrer. Puis petit à petit, expliquer les équivalences caloriques, puisque c'est souvent des personnes très intelligentes. Donc, c'est même tout le temps des personnes très intelligentes. Et donc, en expliquant qu'on peut remplacer une assiette de pâtes par 3 petits écoliers et qu'en fait, en termes de calories, ça c'est exactement la même chose. Quand la personne est prête à le tester, parce qu'il y a aussi ce passage-là, il y a aussi le moment dans la journée où on va choisir de faire l'expérience, parce que c'est souvent plus facile, par exemple, de le faire le matin que le soir. Il y a plein de choses comme ça. Il faut que la personne soit prête, il faut qu'elle ait déjà intégré qu'elle souffre d'un trouble du comportement alimentaire, parce qu'il y a aussi la phase d'acceptation de la maladie. En fait, il y a tellement de choses qui se passent que quand on sent que c'est bon, mais c'est limite à la fin, en fait, qu'on en arrive là. Il faut déjà que la personne ait énormément travaillé sur elle-même, qu'elle ait compris, qu'elle ait accepté, qu'elle soit prête à évoluer, qu'elle soit prête à peut-être reprendre ou perdre du poids. En fait, souvent, c'est encore une fois hyper complexe et il n'y a pas 2 personnes pareilles, mais en fait, le sucre est pour moi, dans le trouble du comportement alimentaire, un tout petit sujet. C'est hyper intéressant. Et on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, justement, en disant que le sucre, on en parle pour des raisons santé, etc. Mais on oublie parfois, justement, ce lien social, la notion de plaisir derrière le sucre. Voilà, donc comme on en parle tout le temps, à l'anniversaire, un bon gâteau, un bon dessert en famille fait par notre grand-mère, etc. Et donc, comment on trouve cet équilibre entre la dimension de plaisir et la dimension de santé ?
Très bonne question. En fait, il faut considérer que les deux font partie de ce même produit et que justement pour les personnes qui voudraient totalement supprimer le sucre dans leur alimentation, et pareil d'ailleurs les personnes qui décident de faire un jeûne, enfin on pourrait dire ça sur beaucoup de choses, hein. Dès qu'on se lance dans un régime particulier où on veut enlever certaines choses, relevez la tête, regardez un peu plus loin, regardez sur le long terme comment vous allez gérer l'anniversaire de votre grand-mère, les bonbons que vont vous offrir un collègue, etc. Sur le long terme, est-ce que vous voulez vraiment, vraiment arrêter le sucre toute votre vie, en fait ? Moi, ça me paraît absurde, vraiment. Jamais je ferais ça. Parce que justement, l'alimentation ne s'arrête pas à la dimension physiologique. On passe, c'est pas pour rien si on aime se retrouver autour d'un repas. Si la dimension, par exemple, on dit souvent qu'une famille, c'est important qu'ils se retrouvent autour d'un repas le soir pour échanger sur leur journée. Bah, si on enlève ce qu'il y a sur la table, c'est quand même beaucoup moins drôle, quoi. Enfin, c'est quand même plus difficile de partager des choses. Donc, il y a une dimension sociale, il y a une dimension affective. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant de rappeler qu'au départ, c'est un goût que nous avons tous à la naissance. Ça n'existe pas un bébé qui n'aime pas le sucre. On a tous cette appétence au sucre parce que c'est notre instinct de survie. Au départ, il n'y avait pas de placard, il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait pas de frigo. Et donc, pour savoir quels étaient les aliments qui étaient bons pour nous et qui allaient nous donner de l'énergie, on savait que s'il y avait la saveur sucrée, c'était bon pour nous. Donc, c'est pas anodin si on aime le sucre. C'est aussi notre instinct de survie. Le lait maternel, c'est beaucoup de sucre. Exactement. Exactement. Donc, en fait, c'est dans nos gènes et c'est bien comme ça. En fait, on en a besoin. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est chouette si on aime le sucre. C'est encore une fois toujours une question de dosage. Les extrêmes, on le sait dans beaucoup de domaines. Dès qu'on est dans un extrême, soit on mange trop de sucre, soit on n'en mange pas assez. C'est effectivement pas bon. Mais de là à les diaboliser, c'est une mauvaise idée. Qu'est-ce que vous pensez du coup des petits déjeuners sucrés ? Eh bien, encore une très très bonne question. Alors, en fait, on se rend compte qu'un bon petit déjeuner, c'est un petit déjeuner qui contient pas mal de protéines. Et souvent, on confond protéines et salé. Mais on peut tout à fait manger protéiné et sucré. Et donc, on peut tout à fait... Moi, je suis une grande fan du bowl cake. Je ne sais pas si vous connaissez le bowl cake. Non, je connais pas. Je connais pas. Le bowl cake, c'est un mélange d'œufs, de flocons d'avoine, une demi... Alors, la recette, c'est je vous la donne en direct parce que je la connais par cœur. Un œuf mélangé avec une demi-banane, avec 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine et 3 cuillères à soupe de lait. Et on peut rajouter un peu de pépites de chocolat. On mélange tout ça, on met 2 minutes 30 au micro-ondes et ça nous fait un gâteau qui va être très riche en protéines, très riche en fibres, qui a un petit goût sucré, qui contient un peu de bon gras. C'est le petit déjeuner idéal pour moi. C'est vraiment le petit déjeuner parfait. Bon, après, si on aime le côté salé, c'est bien aussi de prendre du fromage et des œufs. Le problème, c'est que souvent, on va rajouter de la charcuterie. Et la charcuterie, en fait, on sait que c'est cancérigène. Et donc, il faut faire attention de ne pas trop en consommer. Donc, on pense bien faire en mangeant une petite tranche de jambon ou de dinde. Et c'est une erreur parce que là, en fait, on abîme son côlon et on risque des cancers colorectaux. Donc, il faut trouver un bon juste milieu. Et donc, pas forcément... En fait, ce qui n'est pas bon, on le sait, et on l'a beaucoup trop vendu pendant des années, c'est le jus de fruits, les céréales. Tout ça, en fait, effectivement, va créer le fameux pic de glycémie dont on parlait tout à l'heure, qui va faire qu'on va se sentir super bien pendant 1 heure. Et puis, après, on va avoir cette chute de glycémie qui va faire qu'on va perdre en performance. Et qu'on a re-besoin de sucre. Et qu'on a re-besoin de sucre. Le petit déjeuner à la française, en fait, d'une certaine façon. Ouais, le petit déjeuner d'avant avec la confiture, le pain beurre blanc, et le petit carré de sucre dans le café, ça, il faut effectivement... Ou la viennoiserie. On parlait tout à l'heure du fait qu'il fallait pas forcément faire un lien direct, en tout cas comparer une addiction éventuelle au sucre et une addiction à la cocaïne. Mais malgré tout, est-ce qu'on peut quand même parler d'un caractère addictif au sucre ? Parce que oui, on a entendu, on a lu pas mal de choses qui, les gens ne sont pas, enfin voilà, les experts ne sont pas non plus sûrs sur ce terme-là. Et on n'est pas égaux non plus. Je crois qu'il y a une prédisposition génétique selon les personnes. On avait fait un épisode avec Alice Guillon à ce sujet. Ouais. Et je crois que d'un point de vue génétique, on a plus ou moins d'appétence. On n'est pas non plus égaux. Ah, ouais, c'est tout à fait possible. Oui, c'est sûr que moi j'ai tendance à dire que le sucre appelle le sucre. Et justement pour cette histoire de pic de glycémie, de variation de glycémie, on a de toute façon... Et puis le côté plaisir fait que il suffit qu'on ait une petite émotion qui nous demande en fait de fabriquer. Alors ça aussi, il y a aussi une histoire de sérotonine.
La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. On la fabrique au départ avec du tryptophane qui est issu du sucre, qui se combine avec le sucre. Et donc souvent, quand on a un petit trouble émotionnel et que d'ailleurs c'est chronique, eh bien souvent en milieu d'après-midi, parce que c'est a priori là où on fabrique la sérotonine, on peut avoir cette envie de sucre qui en fait est un besoin émotionnel. Moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est encore une fois de ne pas focaliser sur le fameux bonbon qu'on aimerait prendre mais qu'on s'interdit de prendre et qui fait que du coup on devient complètement fou et on mange le paquet. Il vaut mieux se demander comment on se sent, écouter ses émotions. Pour répondre à cette émotion, pour éviter qu'elle revienne en permanence sans qu'on y réponde et qu'on la mette sous le tapis en se focalisant sur ce satané bonbon. Et donc, pourquoi pas, pour ceux justement qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, tenir un petit journal de ses émotions. Ça aide beaucoup à limiter sa consommation de sucre. Mais oui, bien sûr, quand on commence à manger du sucre, si en plus on est dans un sentiment de culpabilité et qu'on se dit qu'il faut surtout pas le manger, eh ben on s'enferme dedans et on a tendance à manger le paquet. Ce même bonbon, normalement, si émotionnellement on va bien et qu'en plus on reste très conscient du fait qu'on est en train de le manger, que effectivement si on n'y prend pas garde, on peut manger le paquet, on peut le manger, on peut en manger 2, 3 sans que ça dérape. Et il vaut mieux accepter ça et savoir que ça existe plutôt que de se dire de toute façon je ne sais pas gérer. Alors le fameux moi je sais pas faire, les autres savent faire mais pas moi. En fait ça enferme aussi ce genre de choses, de se dire qu'on ne sait pas gérer. Si, c'est juste que peut-être que vous ne vous écoutez pas assez, peut-être que vous devriez être un peu plus attentif à vos émotions. Ça peut aider parfois de déplacer ce fameux paquet de bonbons à un autre moment de la journée. Parce qu'il y a aussi justement, parfois on est un peu plus déterminé le matin, on a un peu plus d'activité. En fait, on peut tout à fait gérer en fonction du moment de la journée. Le pire moment, c'est le soir, parce que le sucre est une excellente source d'énergie et que très souvent, ça j'en ai beaucoup en consultation, les gens me disent le soir dans la télé, alors, c'est terrible, c'est fini quoi, je n'existe plus, je n'arrive plus à rien. Quoi. Le paquet, je le vois même pas passer. Ouais, la fameuse glace devant la télé, exactement. Et bien en fait, c'est aussi parce que votre corps est en train de vous dire qu'il est fatigué, que du coup il a besoin d'énergie et que la vraie bonne réponse, c'est d'aller se coucher. Se coucher, oui. Sauf que vous résistez, vous avez envie de voir la fin de votre série. Et donc, vous allez prendre le paquet, vous allez répondre du coup aux besoins d'énergie dont votre corps a besoin. D'ailleurs, peut-être même qu'après, vous aurez du mal à vous endormir. Et donc, c'est aussi parce que vous ne vous êtes pas correctement écouté que vous allez manger ce paquet de bonbons, encore une fois. Donc, l'écoute de soi est bien souvent une clé capitale. Comprendre sa physiologie et les particularités de notre physiologie aussi, puisqu'il y a aussi une dimension très individuelle. Ouais, je dirais surtout émotionnelle, moi. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que c'est encore plus individuel. Ouais, c'est ça. C'est très, très lié à combler quelque chose, finalement. Combler la fatigue, combler la tristesse, la colère, la frustration. Oui, donc il y a un vrai lien entre sucre et santé mentale de façon plus générale. Évidemment. Tout comme un excès de sucre, quelqu'un qui mange beaucoup trop de sucre va en effet, parce que je vous disais à court terme, ça va booster la concentration, ça va booster la performance. Mais si on reste en permanence sur ce niveau de saturation de sucre beaucoup trop élevé pour le corps, en fait, on abîme nos neurones, on abîme nos cellules, et d'ailleurs, on abîme même notre peau. Enfin, on le retrouve sur beaucoup de choses. Un excès de sucre permanent, abîme le pancréas, crée des problèmes d'obésité, crée des problèmes au niveau cellulaire. Enfin, en fait, ça abîme tout, un excès de sucre permanent. D'ailleurs, c'est le principe du diabète, c'est l'hyperglycémie chronique. Et donc, on voit bien les ravages d'un diabète qui n'est pas bien équilibré, où il y a un sucre trop élevé en permanence. Ça peut aller jusqu'à l'amputation. Donc, c'est bien la preuve que petit à petit, le sucre va grignoter chacune de nos cellules. Ces dernières années, on a vu vraiment exploser le phénomène de glucose goddess. Qu'en pensez-vous ? Alors, si elle écoute ce podcast, je ne lui en veux pas personnellement. Il n'y a rien de personnel dans ce que je vais dire, sachant qu'elle a de très bonnes connaissances. C'est une très bonne biochimiste au départ, biologiste ou biochimiste, je ne sais plus ce qu'elle est exactement, mais voilà, elle a des bonnes connaissances, bien sûr. Et d'ailleurs, qui suis-je pour juger ? C'est pas du tout ce que je veux dire. Donc, tout ce qu'elle dit est juste. Le problème, c'est qu'elle n'est pas nutritionniste. Donc moi, je le constate, dans ses recommandations, elle manque de réel.
Alors, là, au point de nous sortir son vinaigre de cidre, ça c'est quand même dommage. Ça. C'est un très joli dérapage. Sachant que j'ai vu dernièrement que maintenant elle vendait des cachets. Et là, bon, là, stop, quoi. Là, ça va trop loin. Mais au départ, mais d'ailleurs, comme quasiment tous les régimes qui sortent, et ce qu'il y a de bien avec son régime à elle, c'est qu'elle n'a pas de prétention de perte de poids. Et ça, je la remercie pour ça. Enfin, je ne sais pas si ça dévie pas un peu d'ailleurs avec ses cachets. Mais la plupart du temps, les régimes qui sortent au départ sont toujours sur une théorie qui se tient. C'est ce que ça devient, c'est l'extrémisation, encore une fois, de la théorie qui fait que les gens se mettent à avoir un comportement qui n'est pas bon pour eux. Et d'ailleurs, au passage, je tiens à préciser que c'est aussi de la faute de chacun d'entre nous. Si ces régimes existent, c'est aussi parce qu'on les réclame. Et que malheureusement, peu de gens aujourd'hui arrivent à entendre que, en fait, il suffit juste d'être mesuré pour être en bonne santé. Les gens ont besoin de waouh, les gens ont besoin de trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, et là, ils sont hyper contents de pouvoir dire non, mais tu sais, en fait, le truc, c'est que il faut arrêter machin, ou il faut faire truc, ou alors tu te fais une cure où tu manges que des pommes pendant une semaine et tu vas voir, tu vas avoir une magnifique peau, tu vas perdre 15 kilos. Et vraiment, je te jure, ça a marché sur machine. Et en fait, ça fait des ravages. Et en fait, c'est chacun d'entre nous qui sommes responsables de ce truc-là. Arrêtez de vouloir des miracles. Juste revenez au bon sens. Et vous pensez quoi des trackers de glycémie? Parce que c'est devenu une mode énorme. Et alors moi qui suis dans l'écosystème entrepreneurial, j'ai vu plein de startups fleurir en France et à l'international. Sur ça Sur ça. Ah bah moi je suis preneuse, comme je suis diabétique, je suis contente que ce genre de produit se fleurisse. Alors c'est marrant parce que pour la petite anecdote, j'ai une patiente qui est arrivée la semaine dernière, c'était cette semaine, avec ce fameux capteur alors qu'elle n'est pas diabétique. Et donc elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis franchement, moi je suis diabétique, il y a des moments où il y a des carences pour récupérer ce genre de produit, franchement c'est pas cool quoi, arrêtez de nous piquer notre traitement. C'est la réalité en fait. Ah oui, c'est intéressant. Sauf que, donc je l'engueule un peu, mais je la connais bien, on s'entend bien, et elle me montre ses résultats, et en l'occurrence pour cette personne-là, qui souffre de troubles du comportement alimentaire et qui est coach sportive, j'ai été vachement surprise de ses résultats de glycémie. Elle fait beaucoup d'hypoglycémie, donc j'ai été un peu mouchée. Je me suis retrouvée comme une andouille. Mais bon, c'est quand même un cas très, très particulier. La plupart du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, effectivement, spoiler alerte, votre glycémie ne sera pas stable. Une glycémie d'une personne qui n'a pas de diabète, elle a, en gros, si la personne prend 3 repas par jour, elle va avoir 3 pics de glycémie qui vont rester dans une norme tout à fait respectable. Et parfois, elle va avoir un pic d'émotion, donc il va y avoir un petit pic, et ça, tout ça, c'est normal. Donc, vouloir le regarder une fois dans sa vie, pourquoi pas. Maintenant, je trouve que ça en dit long sur, justement, le rapport des gens avec le sucre. Ça diabolise encore une fois le sucre. Enfin, ça entretient cette histoire de diabolisation du sucre. Et puis, ça met une pression énorme de se dire, il faut que ma ligne, elle soit le plus droit possible. Et finalement, on se coupe aussi de ses propres émotions, ressentis, tout ça pour rester dans la case, quoi. Ouais, moi ça me fait souvent penser à une anecdote que m'avait dit une religieuse qui avait été en Afrique, qui aidait les femmes qui n'avaient rien. Et on parlait d'un sujet qui va vous paraître complètement différent, on parlait de contraception, et elle me disait, pour ces femmes, la contraception, c'est une absurdité incroyable, parce qu'en fait, elles se connaissent tellement, elles connaissent tellement leur corps, qu'elles n'ont absolument pas besoin de contraception. Ce qui prouve bien à quel point aujourd'hui, dans nos sociétés, on est totalement déconnectés. Donc déjà, au niveau de la contraception, pour certains, c'est absurde, mais alors en arriver à la glycémie, je vous laisse imaginer, quoi. On a passé un autre cap. On a encore passé un cap, quoi. Mais pour rester peut-être sur toutes les dérives, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur l'utilisation de l'Ozempic par tous les influenceurs pour justement... On aura vraiment fait tous les sujets ce matin. Parce qu'en fait, c'est assez fou. Mais c'est vrai, l'Ozempic, oui, alors je pense qu'on est encore au tout début de la vague en France. Quand on voit jusqu'où ça va aux États-Unis, je pense que là, on est vraiment au tout début du tsunami. Donc c'est bien de prévenir les gens. Je vous préviens, vous allez être tentés, en fait, quasiment tout le monde va être tenté. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai eu des retours il y a certains hôpitaux qui le proposent en France, notamment l'hôpital américain, et je connais une diététicienne qui y travaille et qui m'a dit qu'eux-mêmes, ça y est, commençaient à voir les limites du système.
Et d'ailleurs, aux États-Unis, ils commencent à en revenir un peu parce que c'est un traitement qu'on ne peut prendre qu'à durée limitée. Donc ça, en effet, à court terme, ça permet de perdre du poids, mais s'il n'y a pas un changement alimentaire derrière, qui va revenir, parce qu'en fait, ça réduit les quantités, mais s'il n'y a pas une vraie prise de conscience qui aide à revenir à quelque chose de plus normal, la personne va reprendre tout le poids qu'elle a perdu, voire plus, parce qu'en plus, il y a un système de compensation du corps qui fait que le corps reprend encore derrière. On peut peut-être juste préciser pour les auditeurs ce que c'est. Voilà, ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors, c'est un traitement qui, au départ, est pour les diabétiques, encore une fois, qui aide à avoir une meilleure glycémie et qui, par ailleurs, coupe la faim. Mais à quel prix ? C'est-à-dire que la plupart des gens qui prennent ce traitement vont vous dire qu'elles ont des nausées en permanence, des diarrhées, des problèmes de ventre, des douleurs, mais pour certains, abominables. Donc déjà, il y a des diabétiques qui ne supportent pas ce traitement alors qu'ils en ont besoin de façon fondamentale. Mais pour de la perte de poids, c'est pas anodin. J'ai eu dans mon cabinet une patiente qui a réussi à s'en fournir dans une pharmacie parisienne sous le manteau, qui du coup l'a eu sans indication médicale. Et je pense qu'il y en a dans les gens qui vont écouter ce podcast, il y en a forcément à qui c'est arrivé parce qu'a priori, ça arrive, quoi. Et puis on peut le commander sur Internet, etc. Sauf que si vous n'avez pas d'indication médicale, vous ne savez pas la quantité de traitement qu'il faut prendre. Et donc cette personne-là s'est retrouvée dans un état, mais contente d'avoir perdu du poids et qui du coup y est retournée, quoi. Mais c'est un engrenage pas possible. Puis en plus, je crois qu'on peut perdre la vue. Il y a des gens qui ont perdu la vue aux États-Unis, j'ai vu, à cause de ça. Alors, c'est tout à fait possible, puisqu'en effet, tout ce qui touche au sucre touche aux terminaisons, au système vasculaire. Et au niveau de la vue, en effet, on a plein de vaisseaux, et donc ça peut tout à fait avoir ce genre de... C'est un gros fléau dans la mode, moi qui viens du monde de la mode. Il y a énormément de mannequins qui en prennent, en fait. Ouais. C'est les premières à s'en fournir et qui sont hyper jeunes, parce qu'il faut quand même préciser que les mannequins sont très jeunes. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, ça me fait très, très peur et j'espère que ça ne va pas arriver à un moment donné, même aux adolescents, etc., dans les écoles. Donc, je pense que c'est hyper important aussi qu'on lève le voile par rapport à ça. C'est très dangereux, ça a des effets secondaires hyper importants. C'est destiné à une population cible très précise. Donc, voilà. Faire très attention avant de vouloir juste perdre du poids pour perdre du poids, quoi. Et que c'est un problème psychologique, comme on l'a dit, en fait. Exactement. C'est-à-dire que pour en arriver là, faut avoir un niveau de mal-être important. Pour les personnes qui le font pour des raisons professionnelles, ça paraît fou aussi de se dire de ce qu'on est capable de faire pour un job. Donc en effet, ça n'est même pas une solution en fait pour les personnes qui cherchent à perdre du poids. En fait, ils vont en reprendre dès qu'ils vont arrêter le traitement. Donc ça n'est même pas efficace. Et à quel prix, quoi ? À quel prix ? Ouais. Tout ce dont on parle là, ça montre un peu, ça fait quand même le jeu des médias, du marketing, etc. Mais ça montre un problème sous-jacent qui est un problème de santé publique finalement. Totalement. Pas suffisamment pris en charge par les autorités compétentes. Cas, pas de manière suffisamment claire. Ouais, mais encore une fois, je pense que c'est important de se responsabiliser de façon individuelle aussi. On est tous responsables de ce qu'on met dans son assiette. Il y a quand même une volonté individuelle. Je pense qu'il y a beaucoup trop de messages contradictoires aujourd'hui. Et moi, j'ai aussi beaucoup de patients qui ne savent plus du tout quoi manger, qui sont totalement perdus. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on est à la fois responsable parce que du coup on crée nous-mêmes, enfin quand je dis nous c'est la société, on crée une envie de voir arriver des régimes et donc les business se disent génial, je vais sortir un régime qui va faire un carton. Donc il y a une espèce de cercle vicieux qui s'est installé. Mais c'est sûr que si on arrêtait de proposer ces régimes, et c'est là où peut-être que les autorités pourraient avoir un rôle, c'est de freiner tous ces régimes et peut-être éduquer davantage les enfants à l'école, pour les armer contre tous ces fléaux, en fait, puisque ça vient perdre les gens, quoi. Donc, on est à la fois responsable de ce qu'on mange et en même temps, on est mal informé. Donc, il y a un peu des deux, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un travail pédagogique et éducatif quand même à opérer, même au sein des écoles, parce que quand je vois les menus des cantines, j'ai assez peur. Et quand je vois les goûters d'anniversaire, sans jugement, mais quand même, ça fait quand même aussi assez peur.
Et on peut tout à fait fêter un anniversaire avec des jeunes enfants sans bonbons, mais avec plein de fruits. Et il y a du sucre. Ah, t'as pas d'accord. Alors, un anniversaire sans bonbons, franchement. Bah, bien sûr. Mais moi, j'ai jamais eu de bonbons à mon c'est trop anniversaire. triste. Mais non. Ah non, bah, jamais. on va faire une petite thérapie tous les deux. Mais tout va bien. C'est marrant parce que c'est ce que me disait la dentiste de ma fille. Elle me disait, moi, mes enfants n'ont le droit de manger de bonbons que aux anniversaires et encore, j'enlève une partie des bonbons dans le paquet. Bah, alors ça, c'est marrant parce que c'est un débat qu'on a eu avec mes enfants. Mais moi, en fait, ce que je constate, c'est que les enfants à qui on enlève le sucre, ils vont le manger en cachette. Donc, je suis pas sûre que le fait d'enlever le sucre d'un moment festif soit une solution. Moi, j'aurais tendance à dire les bonbons, c'est dans certains moments, notamment les anniversaires et chez les grands-parents. Moi, c'est comme ça que je m'en suis sortie. Ouais, alors ça, les grands-parents, je suis d'accord. C'est une cata. Si on Moi, commence c'était interdit quand j'étais petite, mais maintenant, à ma fille, et c'est voilà. open. Et ben voilà, c'est très classique. Donc, ne pas se battre avec les grands-parents, sinon c'est fini. Mais donc voilà, dans certains contextes, l'accepter. Mais encore une fois, ne pas diaboliser même les bonbons, quoi. Non, mais sans le diaboliser, c'est surtout essayer de ne pas faire des associations de on fait un anniversaire et il faut des bonbons. Moi, c'est plus sur ça que je me bats. Moi, je dirais plus dans ces cas-là, la récompense égale le bonbon. Ça, c'est terrible. Les maîtresses qui donnent des bonbons pour dire t'as réussi tel truc, ça, je trouve ça terrible. Ouais. Bon, ça, heureusement, ça n'existe plus, je crois. Ah, si, non. ça existe encore. Mes enfants l'ont. Ouais, si, franchement, ça existe. L'état des dents. Et moi, je voulais revenir sur les cantines parce que justement, je bosse pour une mairie qui me demande de vérifier les menus que la cantine propose aux enfants, sachant que c'est géré par une société extérieure. Donc, en fait, je juge ce que font des diététiciennes, ce qui est très gênant pour moi. Oui. Mais en l'occurrence, c'est pas mal d'avoir un deuxième regard parce que j'ai le dézoom, je ne suis pas salariée par l'entreprise et donc ça me permet de constater que, vous savez, en fait, il existe pour les cantines ce qui s'appelle le GEM-RCN. C'est une charte que doit suivre tout ce qui est restauration collective, où on nous dit il faut que les personnes, les convives, aient tant de fois par semaine, maximum tant de fois par semaine, des produits qui vont contenir plus de gras que de protéines. Enfin, c'est tout un truc très, très, très normé, mais vraiment très, très, très normé. Et en fait, donc c'était fait pour protéger les enfants, pour éviter qu'ils mangent trop gras, trop sucré, etc. Sauf qu'il y a toute une industrie qui, du coup, s'est focalisée sur ce GEM-RCN, qui est une obligation nationale, voire européenne d'ailleurs, je ne sais pas. Ce qui fait qu'il y a des digressions qui sont en train de se mettre en place. Par exemple, pour donner un exemple très concret, maintenant, les enfants doivent manger au moins une fois par semaine végétarien. Le manger végétarien, au départ, c'est en gros remplacer la viande ou le poisson par plus de légumineuses, tout ce qui est lentilles, etc. Sauf que les protéines, quand on enlève les protéines animales, on peut aussi avoir des produits qu'on va hyper transformer, qui vont du coup avoir la dose de protéines, parce que le GEM-RCN, il va dans le détail du grammage de protéines qu'on a dans certains produits. Ce qui fait que quand on regarde les menus de cantine et qu'on voit trucs de soja, machin, hyper transformés, où moi, du coup, je demande les fiches pour connaître la liste des ingrédients, j'ai vu des trucs. Mais en fait, on a perdu un bon sens, mais de folie. Les œufs, un autre exemple, les œufs peuvent contenir de la salmonelle, etc., peuvent être source d'intoxication alimentaire. Donc, horrible pour une cantine d'avoir une intoxication alimentaire. On a plein de gens à nourrir, il faut faire vachement gaffe. Aujourd'hui, du coup, on n'a plus d'œufs dans une cantine. On a des bocaux avec du blanc, des bocaux avec du jaune ou des bocaux avec les deux. Ça, c'est les œufs à la cantine. C'est ce que mangent nos enfants. Donc, on n'est même plus sur d'où vient l'œuf, comment a été la poule. De toute façon, le truc, c'est Union européenne. Enfin, on passe les détails, mais la poule, mais vous savez que c'est pareil pour les sportifs, parce que j'accompagne des sportifs olympiques. Et donc, je vais régulièrement à l'INSEP. Et en fait, ils n'ont pas le droit de manger d'œufs, alors que c'est essentiel pour eux. Et donc, du coup, parfois, ils planquent des œufs, pour eux-mêmes les cuisiner dans leur chambre. Est-ce que tu peux le dire au micro? Pardon. Sous couvert d'anonymat. Non, mais moi, j'ai trouvé ça fou. Et quand j'ai demandé la raison, c'était vraiment pour la question des intoxications alimentaires.
Bien sûr. En fait, on devient, là, c'est quand même un extrême, c'est too much, là. Alors que peut-être juste, il faut faire en sorte que la chaîne de distribution soit la plus saine possible. Et au moins, il y a, a priori, c'est surtout là-dessus qu'on devrait se focus plutôt que former un cantinier à l'équilibre alimentaire et lui demander d'aller chercher les produits à côté de la cantine, parce qu'en fait, on a tout ce qu'il faut en France. C'est quand même pas hyper compliqué, quoi. Mais on en vient à un truc où, du coup, on fait venir des œufs de Roumanie. Enfin, le jaune va venir de Roumanie, le blanc va venir de Bulgarie. Et arrêtez, parce que là, c'est les cauchemars. C'est les cauchemars. Mais dans le même style, pour continuer là-dessus, le GMRCN va dire il ne faut pas trop de sucre dans le produit, donc on va privilégier des produits avec des édulcorants pour nos enfants, parce que du coup, comme ça, on limite le sucre. Comme ça, les perturbateurs endocriniens, c'est génial. Comme on n'a pas de recul sur le sujet. Oui, enfin, ça, c'est un peu facile. Ouais. Ouais, non, mais moi, j'hallucine quand ma fille rentre à la maison et me dit ce qu'elle a mangé à la cantine. Et moi, je me dis, mais il y a vraiment des nutritionnistes derrière ? C'est une question d'approvisionnement, c'est une question de, justement, encore une fois, pour des questions pour éviter les intoxications, on en arrive à des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il faut la chaîne de maintien du froid, la chaîne de maintien du chaud. Il faut éviter, éviter les trucs croisés. Enfin, il y a tellement de normes, on est bouffé par les normes en restauration collective. On a des aliments morts. Bref, des faux aliments, c'est même pas des vrais aliments à la base. C'est même pas mort, c'est des des aliments synthétiques. Il y a des cuisines de restauration collective où il n'y a pas la place pour avoir des produits frais. C'est-à-dire que en fait, ils n'ont pas les bons instruments, donc les légumes ne sont que en boîte ou surgelés. Il y a pas c'est pas possible de faire parce que il y a pas on ne peut pas respecter les normes en utilisant des produits frais. Donc on le fait pas. Voilà, parenthèse fermée sur un sujet très positif. Non, mais je trouve que c'est hyper important en fait, parce qu'on a aussi du coup un devoir de parents de compenser un peu ça. Tout à fait. À la maison. Et du coup, de bien veiller à ce que nos enfants mangent des fruits frais, mangent des crudités, mangent des légumes, leur apprendre que ça, par exemple, le ketchup n'est pas bon parce qu'il y a plein d'édulcorants, il y a plein de sel, de sucre, etc., etc. Alors que moi, en l'occurrence, je fais ça pour une mairie qui est dans le 93, qui est une mairie où les gens n'ont pas un grand pouvoir d'achat. Et pour eux, la cantine, c'est justement le socle d'une alimentation équilibrée. Et eux, ils cherchent pas du tout à compenser. En fait, eux, ils se disent, c'est bon, elle a mangé à la cantine, donc ce soir, elle peut manger des pâtes. C'est l'inverse, en fait. Parce que c'est le seul vrai repas, entre guillemets, c'est ça. C'est vraiment ça. Il faut repenser tout ça parce que c'est très, très important. On le mentionnait tout à l'heure, donc vous vivez avec un diabète de type 1 et donc vous l'avez découvert à 21 ans. Comment ce diagnostic a transformé votre relation au sucre ? Et peut-être juste avant, définir le diabète de type 1, parce que le diabète de type 2 est quand même plutôt connu, mais le diabète de type 1, je pense que ça me paraît intéressant de l'expliquer. Ouais, comme je suis dans mon livre, je suis à fond, je peux vous faire l'explication sans problème. Donc le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui ne représente que 6% des diabètes en France. Le diabète, c'est 4,3 millions de personnes en France. C'est un fléau mondial avec des courbes de croissance incroyables qui justement suivent un peu les courbes de l'obésité. Mais c'est plutôt le diabète de type 2 d'ailleurs qui suit les courbes de l'obésité, puisque le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, donc c'est le système immunitaire qui tout à coup, pour une raison qu'on ignore encore, se retourne contre notre propre corps, et donc en l'occurrence dans le diabète de type 1, détruit les cellules du pancréas. Et donc, pour répondre à votre question, je suis née dans une famille où justement se retrouver à table, échanger, manger des bons repas, des bons gâteaux. Ma mère est une excellente cuisinière, surtout quand on lui donne du beurre et du sucre. Donc j'ai mangé énormément de gâteaux dans mon enfance. Le jour où on m'a découvert mon diabète, j'avais mangé du Nutella dans mon yaourt, des pâtes avec du ketchup. Enfin, c'était vraiment un jour. Mais en fait, c'est parce que j'avais déjà cette maladie et que j'étais attirée par le sucre. Donc c'est difficile de dire, comme j'étais jeune, de savoir quelle était ma relation au sucre sans ce diabète. Ce qui est sûr, c'est que j'ai assez rapidement compris que en ce qui me concernait avec ce diabète, ce qu'on dit à tout le monde de manger sainement, de manger équilibré, allait devenir mon pilier. En fait, pour tout le monde, ça devrait être le cas. Mais moi, j'en ressens quotidiennement le besoin et l'intérêt. Donc, dès que j'ai une alimentation équilibrée et une hygiène de vie équilibrée, je le sens dans mon corps, je vais mieux. Donc, forcément,
Ce que je conseille à mes patients, c'est ce que je vis au quotidien. Et donc, en fait, j'ai l'impression d'avoir développé une sensibilité qui est un super pouvoir, entre guillemets, qui m'aide à aider les gens. Mais donc, moi, dans mon quotidien de diabétique, comme je vous le disais, je fais des hypos très régulièrement. Donc, je me balade tout le temps avec des bonbons. Là, avant de venir, j'ai fait une hypo, j'ai été m'acheter un jus de fruits. Ça m'a fait rire, je riais toute seule en me disant, c'est marrant. Je vais parler de sucre et je suis en train d'en prendre. J'ai failli prendre un paquet de bonbons. Je me dis, je vais pas aller jusque-là, ça va les choquer. Mais donc voilà, donc le sucre fait partie de mon quotidien. Et du coup, vous prévoyez vraiment vos repas un peu à l'avance ou est-ce qu'il y a un peu une stratégie qui est mise en place ou ça se fait vraiment très naturellement et très logiquement? Alors, c'est quand même un changement d'habitude alimentaire, d'après ce que j'ai compris, ouais. par rapport à votre éducation de base en termes d'alimentation. Ouais, clairement. Et c'est marrant parce que justement, hier, j'ai échangé avec d'autres diabétiques de type 1 qui ne fonctionnent pas du tout comme moi. Donc, ça m'est très propre. Justement, moi, j'ai pas une glycémie parfaite. J'ai pas un diabète très, très équilibré. Je m'en sors bien. Ça va, ça se passe bien. Mais il y a des gens qui vont chercher à avoir un diabète beaucoup plus équilibré que moi, qui du coup se mettent beaucoup plus de contraintes que moi. Moi, j'ai décidé de mettre le curseur à cet endroit-là parce que c'est ce qui me permet d'avoir une vie sans... Enfin, voilà, pour le vivre bien, je le vis comme ça. Peut-être que ce ne sera pas la même chose en 10 ans. D'être épanoui et sans frustration. C'est mon équilibre à moi. Ce qui fait que j'ai un petit déjeuner à peu près constant. Et forcément, je scanne en fait naturellement maintenant les aliments et je sais combien de glucides contient une assiette quand je la regarde. Ce qui fait que j'arrive à adapter l'insuline assez instinctivement. Et c'est ce qui fait que en fait je peux manger dans n'importe quelle circonstance au restaurant où j'emmène, enfin j'adapte en fonction des situations. Donc au départ, c'était peut-être une charge mentale, mais après très vite, est-ce qu'on peut en parler quand même? Oui, bien sûr, c'est vrai. Beaucoup de gens qui nous écoutent peuvent être concernés. C'est vrai. À la sortie de l'hôpital, ça a été un tsunami parce qu'en effet, justement, il faut apprendre à détecter les glucides dans les repas, savoir doser l'insuline qu'on va mettre parce qu'en fait, le principe, c'est ce que je vous expliquais au départ, quand le sucre est dans le sang, il faut qu'il puisse passer dans les cellules et pour qu'il puisse passer dans les cellules, il faut qu'on fabrique de l'insuline qui est un peu la clé de la cellule, qui ouvre la cellule et qui permet le passage du sucre dans la cellule. Quand on est diabétique, de type 1, on n'a plus du tout d'insuline. Type 2, on en a quand même un petit peu. On a besoin d'aide avec un traitement, des médicaments, etc. Mais le type 1, on n'en a plus du tout. Ce qui fait que, en fait, on s'injecte de l'insuline. En fait, on fait le job manuellement que devrait faire de façon instinctive le pancréas. Donc effectivement, c'est tout un travail qui est très long où on se plante, parfois on se retrouve en hypoglycémie, parfois on se retrouve en hyperglycémie. C'est une maladie qui est assez culpabilisante parce qu'en fait on est responsable en permanence de sa glycémie. Et on se trompe et donc faut réussir à être un peu indulgent avec soi-même. Ce qui aide aussi à être indulgent avec les autres, certainement. Et donc voilà. Mais donc, c'est aujourd'hui, je le vis bien, mais je pense que pendant 2-3 ans, j'ai trouvé ça très, très dur. Ce qui montre que, indépendamment, justement, par rapport à cette notion de culpabilité, toute la charge mentale, c'est indépendamment de l'accompagnement nutritionnel pour une personne diabétique, il y a aussi cet accompagnement psychologique et émotionnel qui est très important. Qui n'existe pas. Voilà. C'était exactement là. Qui n'existe pas. C'est marrant parce que c'est la journée de la santé mentale aujourd'hui. Et justement, les diabétiques commencent à en parler. En fait, la santé mentale, elle fait partie de l'équilibre à trouver au niveau de cette maladie. Ouais, c'est sûr. Il y a des moments plus ou moins faciles. Après, c'est aussi une force qu'on a au départ ou pas. Je pense que j'ai la chance d'être plutôt bien armée sur le sujet, donc je le vis bien. Et puis c'est aussi parce que j'ai choisi le curseur que je mettais. J'ai choisi de ne pas avoir un diabète parfait, ce qui me permet de vivre normalement et ce qui devrait normalement, par ailleurs, m'empêcher d'avoir des complications. Je suis sur un espèce de fil. Faut que je fasse gaffe, quoi. Mais je suis à peu près là-dessus. Et du coup, est-ce que quand on apprend comme ça, à 21 ans, qu'on a un diabète de type 1, même si on a une relation équilibrée à peu près avec la nourriture, en tout cas, on n'a pas de TCA à proprement parler, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ça ne peut pas déclencher? Si. On le sait de plus en plus. Il y a de plus en plus de diabétiques. Enfin, on fait de plus en plus le lien entre les TCA et le diabète. En fait, effectivement, puisque justement, en fait, on met sur ce fameux piédestal le sucre.
dont je parlais, c'est-à-dire que c'est pas non plus un interdit. Pendant des années, on interdisait le sucre aux diabétiques parce qu'on n'avait pas le traitement qui allait avec, et là, je suppose qu'en fait, il y avait beaucoup plus de TCA et qu'on le savait pas. Maintenant, c'est vrai que du coup, quand on comprend tout, quand on maîtrise tout le sujet, on se dit en fait, l'idéal, ce serait, et effectivement, l'idéal serait que j'enlève totalement le sucre de mon alimentation, puisque ça m'éviterait de me piquer. Ce serait beaucoup plus simple, j'aurais une glycémie lisse, ce serait l'idéal en fait. Là, vous parlez du coup des sucres rapides spécifiquement ? Non. Ou aussi les sucres Les lents ? glucides de façon générale. Ah ouais. C'est à chaque fois qu'on ingère des glucides, on doit compenser avec de l'insuline, puisque les glucides vont être transformés en glucose, quel que soit le glucide. Donc en fait, idéalement, on enlève les glucides, on enlève le sujet du diabète en fait. Donc c'est hyper tentant d'arrêter les glucides. Mais c'est un régime cétogène en fait. Oui, exactement. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, on pensait que le régime cétogène était une solution au diabète. Sauf qu'en fait, on met le corps dans une situation de crise dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'est pas bon non plus. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Jamais les extrêmes. C'est ça, toujours rester centré. Et qu'en est-il du diabète gestationnel ? Alors, diabète gestationnel, ça j'ai pas mal de patientes qui en ont. Ça représente à peu près, je crois, un peu moins de 20% des femmes enceintes, donc c'est quand même pas mal de monde. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris, s'il y a un médecin qui peut répondre à cette question, d'ailleurs, je ne comprends pas que pour détecter un diabète, on ingère autant de sucre. Ah oui, c'est vrai que c'est... Ça paraît, moi, on me fait un truc pareil, je m'en relève pas, en fait. Donc, je comprends pas. En fait, je me demande dans quelle mesure on n'accélère pas un peu le diabète avec ce test. Donc, je comprends pas. C'est une angoisse à chaque fois pour toutes les femmes enceintes de devoir passer un écœurement horrible et tout. Enfin, franchement, je comprends pas ça me paraît hyper barbare. Ouais. Pour moi, c'est la même chose que de faire une saignée en 2025. C'est ça. Ça paraît fou. Donc ça, je sais pas. J'ai pas la réponse à ça. Ce que je sais, c'est que maintenant, le suivi est très, très bien fait dans la plupart des hôpitaux, en tout cas dans les hôpitaux parisiens, mais je crois même dans les grandes villes. Il y a un suivi, un bon accompagnement. Pendant un moment, je gueulais parce que je récupérais des patientes enceintes avec le diabète gestationnel qui avaient un niveau de flicage hyper élevé des médecins, qui en fait leur empêchait de vivre correctement leur grossesse, parce que ça devenait vraiment obsessionnel, alors qu'au départ, il y avait un tout petit peu plus de sucre et c'était pas non plus délirant. Je comprends, bien sûr il vaut mieux être trop prudent que pas assez, mais souvent je les récupérais aussi après la grossesse, et alors là, en fait, il y avait souvent une très grosse prise de poids. Parce qu'une fois qu'on a accouché et qu'on n'a plus la responsabilité du bébé qu'on porte, il y a un système de compensation qui peut se mettre en place, et souvent, c'est des personnes qui vont prendre du poids derrière. Donc, je trouve qu'il faut quand même rester mesuré, voire encore une fois un peu plus sur le long terme. Bien sûr, il y a la santé du bébé. Bien sûr, c'est un équilibre à trouver, encore une fois, qui n'est pas évident. Il faut encore une fois trouver le juste milieu. Mais oui, encore une fois, on en revient au comportement alimentaire. C'est-à-dire que quand on prive quelqu'un de sucre et qu'on le flique en permanence, en plus en lui faisant porter une responsabilité très lourde de son bébé, j'en parle parce que je l'ai vécu moi-même, le fait d'être diabétique et d'avoir un bébé dans son ventre, on se dit, attends, là je suis en hyper, qu'est-ce que mon bébé est en train de vivre ? Il suffit de tomber sur une infirmière qui va vous mettre un petit peu de culpabilité là-dessus pour qu'alors là... franchement, quand vous accouchez, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous taper non plus un paquet, mais 3 paquets de bonbons, et qu'on vous foute la paix, quoi. Donc, faut trouver, encore une fois, un juste milieu. Mais bon, la plupart du temps, c'est hyper bien suivi, le bébé est en bonne santé, et les choses reprennent... la personne, la plupart du temps, n'est plus diabétique à la naissance, ni le bébé, ni la maman. Mais cette personne reste susceptible de développer un diabète de type 2 par la suite, et donc il vaut mieux le prendre comme un levier, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi embêtant que la personne ait un système de compensation après l'accouchement. C'est que du coup, elle va se mettre à manger beaucoup plus de sucre, et donc là, elle se met en danger pour potentiellement développer un diabète de type 2. Ah oui, d'accord, ok, on a appris beaucoup de choses. Ça met en lumière qu'il y a un terrain favorable. Ouais, tout à fait. Ouais. On parlait tout à l'heure donc des cantines, de toute un peu l'industrie agroalimentaire, etc., et du fait que que le sucre était un petit peu partout aujourd'hui. Alors sans du tout les mettre sur le même plan, mais est-ce que comme il existe des régulations pour le tabac, pour l'alcool, etc., est-ce que il pourrait exister un type de régulation, tout en ne disant pas le sucre c'est mal, bien entendu, c'est pas du tout le propos, mais en tout cas pour que au niveau des produits dans l'agroalimentaire,
ce soit mieux régulé et que le sucre soit plus, je sais même pas ce qui pourrait être envisagé, mais en tout cas que la consommation soit plus surveillée d'une certaine façon, ou l'utilisation dans les différents produits qui sont ensuite mis à la consommation soit mieux surveillée. Alors, il y a quand même c'est quand même déjà beaucoup le cas. En fait, aujourd'hui, on surveille plus le résultat, la quantité de sucre qu'on va retrouver dans les produits à la fin, que la composition de ces fameux sucres. Donc en fait, les industriels savent que notamment ils veulent répondre au Nutri-Score comme il faut, et le Nutri-Score, en l'occurrence, il regarde la quantité de sucre, la quantité de gras, la quantité de sel, et donc l'industriel, il a tout intérêt à rentrer un maximum dans ce processus. C'est un peu comme le GEMRCN dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, tout le monde a intérêt à rentrer dans les cases, donc ils font beaucoup d'efforts là-dessus. Et d'ailleurs, fun fact, la plupart du temps, quand vous allez manger un produit industriel maintenant, vous allez avoir moins de sucre que dans le gâteau que vous allez faire vous-même. Oui, mais par contre, on aura des édulcorants. Voilà. C'est le résultat. Je crois que le sucre parfois est mieux mieux que les édulcorants, non? Exactement. Bah oui. Mais exactement. Surtout pour les enfants qui sont en plein développement hormonal. Bien sûr. Et le système digestif, aujourd'hui, on est encore au tout début de la découverte du microbiote, la flore intestinale. On ne sait pas à quel point les produits transformés, enfin on se doute que c'est pas bon pour la flore intestinale, mais on n'a même pas encore l'étendue de la situation. Et bien sûr que le résultat n'est pas suffisant. Et c'est ce que je reproche un peu au Nutri-Score, c'est qu'aujourd'hui le Nutri-Score ne regarde pas la composition des ingrédients. Il regarde juste le produit final. Et donc, on se retrouve avec des produits, notamment le sirop de glucose fructose, le maltitol, le poly, machin. Tous ces trucs-là, c'est terrible. Pour moi, la solution, et c'est un peu ce que je disais auparavant, mais sous un autre angle, je pense qu'il vaut mieux travailler sur l'équilibre alimentaire autour, c'est-à-dire qu'un enfant, notamment pour reparler de l'enfant, qui va avoir un repas équilibré au déjeuner, au dîner, et qui va prendre un bon petit déjeuner, et qui éventuellement, de temps en temps, va prendre un goûter un peu plus sucré, comme de toute façon, il aura bien mangé aux principaux repas, il va être raisonnable dans sa consommation, naturellement. Si nous, en tant que parents, on vient appuyer en disant « Attention, ce produit-là, nanani, nanana », j'ai peur que l'enfant oublie son côté naturel et focalise dessus. On en revient toujours à cette histoire un peu psychologique de focalisation sur un aliment. Je pense que, enfin en tout cas, même je peux le dire maintenant avec un peu de recul, parce que mes enfants sont grands. Je suis pas du tout un exemple, hein, mais en l'occurrence sur ce sujet, qui est quand même un sujet que j'ai au quotidien, j'ai jamais interdit aucun aliment à mes enfants. En revanche, je les ai beaucoup poussés à manger de tout, à être curieux et à se faire plaisir avec une alimentation variée, équilibrée, à aimer tous les légumes, etc. Il m'en reste encore une qui a 14 ans, il y a encore un petit peu de boulot. Mais pour les autres qui ont maintenant 18 et 21 ans, c'est le cas, ils mangent de tout et il n'y a pas de sujet. En fait, parfois, ça peut leur arriver de manger peut-être des gâteaux, mais en fait, ils le gèrent très bien. C'est pas un sujet. Et je pense qu'il vaut mieux aller là-dessus. On pourra pas... En fait, c'est un peu, d'ailleurs, la métaphore me paraît adaptée, comme... Quand on a une piscine dans une maison, c'est soit on interdit l'accès à la piscine à l'enfant, soit on apprend à l'enfant à nager. Et je suis plus partisane du fait d'apprendre à l'enfant à gérer ces produits-là plutôt que lui interdire l'accès à ces produits et faire que dès qu'il va quitter la maison, il va se gaver. Absolument, absolument. J'ai un exemple d'ailleurs de ça, donc c'est vraiment, oui, ouais. Faut pas faire ça. On avance doucement vers la fin de l'épisode, même si c'est passionnant et qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures. Mais justement, ça rebondit peut-être un peu par rapport à ce que vous venez de dire. Si vous aviez une chose que vous vouliez absolument partager, que les auditeurs et auditrices de notre podcast retiennent sur toute cette thématique qu'on vient d'aborder aujourd'hui, selon vous, ça serait quoi ? Moi, mon souhait pour un monde meilleur un peu à la Miss France, ce serait de dire aux gens, je vous souhaite d'avoir un rapport décomplexé avec l'alimentation, de ne rien vous interdire, d'être curieux, de prendre du plaisir dans votre alimentation et en fait de découvrir que le plaisir peut aussi être dans une alimentation équilibrée et que le plaisir n'est pas uniquement sur des choses très grasses et très sucrées. Et pour moi, c'est la clé. À partir du moment où on prend du plaisir à manger sainement,
le reste, en fait, ça devient secondaire. Et oui, d'accord, on aime bien manger un petit gâteau de temps en temps, mais en fait, parfois, on trouve ça trop sucré. Et puis finalement, voilà quoi, remettre un peu les choses à leur place. Et du coup, pour terminer, si on veut mieux performer au travail, dans le sport, de manière générale dans sa vie, quelle est la toute première habitude à changer par rapport au sucre ? Ah, par rapport au sucre ? Vraiment une astuce vraiment très concrète. C'est peut-être justement le bowl... le bowl cake. Le bowl cake dont tu nous as parlé le matin. Ouais, pour les gens qui ont du mal à passer au petit déjeuner salé, oui. Ça peut être assez intéressant plutôt que de manger des gâteaux industriels, par exemple, ou des céréales. Carrément. Voilà. Le bowl cake, c'est une bonne astuce. Et la deuxième astuce que je donnerais, c'est éviter le sucre en dehors des repas. Concentrez-les pendant les repas. Tout à fait. Superbe mot de la fin. Merci beaucoup pour cet échange, c'était passionnant. On a vraiment hâte de découvrir, de pouvoir lire votre nouvel ouvrage qui sort donc début janvier. Normalement en janvier, je finis de l'écrire dans 15 jours. Là. Okay. Wow. On ne manquera pas de le partager sur nos réseaux pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent y accéder avec grand plaisir, mais je pense qu'ils ont déjà eu un bel avant-goût de tout ce qui est dedans. On se retrouve donc la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, unlock your powers.